Ma sœur a fait glisser la facture sur le comptoir avant même que j'aie enlevé ma robe de deuil. Ce n'était pas une carte de condoléances. C'était une facture pour un loyer rétroactif, couvrant les 5 années que j'ai passées à soigner notre père mourant pendant qu'elle était occupée à construire sa carrière. Je mets la propriété en vente lundi, a dit Hélène, vérifiant sa montre en diamant sans la moindre once d'émotion. Elle me faisait payer le privilège de le regarder mourir pour ne pas avoir à le faire elle-même. Avant de vous dire exactement ce que j'ai trouvé dans sa poubelle qui a mis fin à sa carrière, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai tourné le dos à ma sœur, je suis entré dans le bureau de mon père et j'ai verrouillé la lourde porte en chêne. Le bruit du verrou qui s'enclenchait était la seule réponse qu'elle allait recevoir. Hélène pensait avoir affaire à une fille en deuil qui avait passé les dernières années à doser la morphine et à changer les draps. Elle voyait une proie facile. Elle avait oublié qu'avant d'être une aide-soignante, j'étais Céline, une auditrice jury comptable senior de 29 ans. J'ai passé la vingtaine à traquer des actifs dissimulés pour des avocats spécialisés en divorce et pour le gouvernement. Hélène sait peut-être comment mener un empire de la beauté à la faillite, mais moi, je sais comment suivre l'argent. Je me suis assise au bureau en acajou de mon père et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient stables, bougeant avec la mémoire musculaire de mille audits. Je me suis connecté au portail de la fiducie familiale. J'ai tapé le mot de passe que mon père m'avait murmuré il y a 3 mois, à l'époque où il pouvait encore parler clairement. Accès refusé. Bien sûr, Hélène n'était pas stupide. Elle avait appelé la banque et réinitialisé les identifiants dès que le fourgon des pompes funèbres était parti. Elle pensait que c'était échec et mat. Mais Hélène est le genre de personne qui utilise le même mot de passe pour son Instagram que pour ses services bancaires. Et elle est trop arrogante pour comprendre comment fonctionnent les protocoles de sécurité. Elle avait changé le mot de passe, mais elle n'aurait pas su comment désactiver l'authentification à 2 facteurs liés à un appareil physique. J'avais besoin de ce code. J'avais besoin de l'unique appareil que mon père gardait toujours près de lui. Je me suis levé et j'ai balayé la pièce du regard, mais le bureau était vide. Puis je me suis souvenu du bruit dans le couloir plus tôt, le son d'elle jetant des vieilleries en tas pour la vente de la succession. J'ai déverrouillé la porte et je me suis glissé dans le corridor. On aurait dit une décharge. Les vêtements de mon père, ses livres, sa vie, tout était entassé dans des sacs poubelles. J'ai fouillé dans le tas, ignorant la boule dans ma gorge en écartant son cardigan préféré. Puis je l'ai trouvé, son vieil iPad, face contre terre sous une pile de magazines. L'écran était fissuré, une toile d'araignée fine traversant le coin. J'ai appuyé sur le bouton d'accueil. Rien. La batterie était morte. Je suis retourné en courant dans le bureau et j'ai fouillé dans les tiroirs jusqu'à ce que je trouve un câble de chargement. Je l'ai branché et j'ai fixé l'écran noir et vide, en retenant mon souffle. Si ça ne s'allumait pas, je n'étais qu'une fille sans abri avec un ordinateur portable. 1 minute a passé, puis 2. L'icône rouge de la batterie a finalement clignoté sur l'écran. J'ai attendu, regardant le pourcentage augmenter. 1%. 2%. Digne. J'ai cliqué sur « Renvoyer le code » sur mon ordinateur portable. L'iPad s'est allumé. Votre code de vérification est 4920. Je l'ai tapé. Le tableau de bord s'est chargé et la vérité s'est étalée en rangée numérique bien nette. J'ai vu le solde, et juste en dessous, j'ai vu la transaction en attente. Hélène avait programmé un virement de 420 000 € vers une société écran appelée Aventure Lumina. Il devait être effectué dans 48 heures. Mon instinct était de cliquer sur annuler. Je pouvais l'arrêter tout de suite. Je pouvais bloquer le compte, appeler la banque et déclencher une guerre civile. Mais c'est ce qu'une sœur ferait. Une auditrice sait mieux que ça. Si j'arrête le virement, ce n'est qu'un conflit familial pour un héritage, une affaire civile. Mais si je la laisse l'envoyer, si je la laisse déplacer cet argent au-delà des frontières vers un compte frauduleux alors que je détiens la procuration, c'est une fraude informatique. C'est un crime grave. Je n'ai pas annulé le virement. À la place, j'ai ouvert un nouvel onglet et je suis allé sur le portail de Tracfin. J'ai commencé à rédiger une déclaration de soupçon. J'ai rempli les numéros de compte, les montants et les détails du bénéficiaire. Je n'allais pas la sauver d'elle-même.
J'allais la laisser se passer les menottes elle-même. J'ai sauvegardé le brouillon, prête à le lancer dès qu'elle ferait son mouvement. Les déménageurs n'ont pas frappé. Ils ont martelé la lourde porte en chêne à 7 heures du matin, un connement rythmé qui vibrait à travers le plancher sur lequel j'avais passé les 5 dernières années à faire les 100 pas. Hélène se tenait dans le foyer, sirotant un latte, désignant ma vie comme si c'était des débris qu'elle devait déblayer d'un chantier de construction. Prenez la chambre d'amis en premier, a-t-elle ordonné au chef d'équipe. Tout ce qui est dans des boîtes en carton va sur le trottoir. Tout ce qui semble avoir de la valeur reste. Elle ne m'a pas regardé. Pour elle, j'étais juste une autre locataire qu'elle expulsait, une squatteuse qui avait abusé de son hospitalité à la seconde où le cœur de notre père avait cessé de battre. Je suis monté et j'ai commencé à plier les quelques vêtements que je n'avais pas encore emballés. Ma chambre n'était pas vraiment une chambre. C'était un placard de rangement glorifié à côté de la suite de papa, choisi parce que je pouvais l'entendre s'il toussait au milieu de la nuit. En retirant les draps du lit de camp étroit, l'odeur de la maison m'a frappé. Pas le produit à polir au citron que l'équipe de nettoyage d'Hélène avait utilisé hier, mais l'odeur sous-jacente de la maladie, de l'antiseptique, du vieux papier et l'arrière-goût métallique des réservoirs d'oxygène. Pendant 5 ans, cette odeur avait été tout mon univers. Hélène aimait dire à ses amis que je me cherchais pendant ma vingtaine. Elle dépeignait le tableau d'une sœur rebelle qui squattait chez papa parce qu'elle n'arrivait pas à garder un emploi. La vérité, c'est que, dans les relevés bancaires que j'avais téléchargés la veille, quand papa est tombé malade, son assurance couvrait 40% des soins à domicile. Hélène a refusé de participer pour le reste. Elle a dit que ses liquidités étaient bloquées dans les stocks, alors j'ai liquidé mon assurance vie. J'ai vidé l'épargne que j'avais constituée en auditant des entreprises technologiques. J'ai dépensé 75 000 € de mon propre argent pour les infirmières, les médicaments et le lit spécialisé qu'elle essayait maintenant de vendre pour en tirer profit. Je me suis souvenu de la nuit où le médecin nous a annoncé que c'était en phase terminale. Je tenais la main de papa, essayant de mémoriser les lignes de sa paume. Hélène était à Cannes. Elle n'est pas revenue. Elle a envoyé un texto disant qu'elle était trop empathique pour le voir comme ça, que son esprit était trop fragile pour gérer l'énergie négative d'un environnement de soins palliatifs. Elle a posté une photo d'un coucher de soleil ce soir-là avec la légende « Guérison ». Je changeais des couches pour adultes et j'apprenais à ajuster les perfusions de morphine pendant qu'elle protégeait sa paix intérieure sur une plage. Je suis passé devant elle en sortant, portant l'unique boîte qui contenait toute ma vie ici. Elle a plissé le nez, reculant comme si mon chagrin était contagieux. « Assure-toi de laisser les clés sur le comptoir », a-t-elle dit, en faisant défiler son téléphone. Et Céline, ne fais pas de scène en partant. Les voisins regardent. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé qu'elle ne voyait pas une sœur. Elle voyait un passif au bilan. Elle pensait qu'elle expulsait une sangsue qui avait vécu sans payer de loyer dans une maison de ville de plusieurs millions d'euros. Elle ne réalisait pas que le loyer qu'elle avait essayé de me facturer hier avait déjà été payé en sang, en nuit blanche et avec une carrière que j'avais mise en pause pour sauver l'homme qu'elle ignorait. Elle pensait qu'elle gagnait parce qu'elle détenait l'acte de propriété. Elle ne savait pas que je sortais de cette maison avec la seule chose qui allait la détruire, la vérité sur la destination réelle de l'argent. Je suis entré dans le salon pour un dernier regard. Pas à la maison, mais au manteau de la cheminée. C'est là que se trouvait l'urne. Ce n'était pas un objet cher, juste un simple récipient en laiton brossé que papa avait choisi lui-même il y a 3 ans, en plaisantant qu'il ne voulait pas être, tapa accent grave l'œil, dans l'au-delà. C'était la seule chose que j'avais explicitement demandé dans les courriels de règlement. Je me fichais des meubles ou des œuvres d'art. Je le voulais juste, lui. Le manteau de la cheminée était nu. Pas seulement nu, mais impeccablement nettoyé. Une peinture abstraite générique était maintenant accrochée là où se trouvait son portrait, et un vase de lys blanc se tenait au centre, parfaitement symétrique, parfaitement sans âme. J'ai trouvé Hélène dans la véranda. Elle indiquait à un assistant de mise en scène l'angle correct pour un coussin. « Hélène » dis-je, ma voix paraissant calme même à mes propres oreilles. « Où est l'urne » Elle ne s'est pas retournée. Elle a juste fait un vague geste de la main vers l'avant de la maison. J'ai dû dégager les surfaces, Céline. L'agent immobilier a dit que les objets personnels empêchent les acheteurs de s'imaginer vivre ici. C'est de la psychologie de base. Je n'ai pas demandé de cours de psychologie, dis-je en m'approchant. J'ai demandé où est notre père. Hélène s'est enfin retournée.
Elle avait l'air agacée, comme si j'avais interrompu une réunion d'affaires cruciale pour demander où était une chaussette manquante. C'était morbide, dit-elle en lissant le devant de son chemisier en soie. Un lourd pot en métal plein de cendres posé en plein milieu du point focal de la pièce. Ça ne correspondait pas à l'esthétique. C'était du désordre. Du désordre, répétai-je. Le mot avait un goût de métal. Oui, du désordre. Alors, je m'en suis débarrassé. Mes yeux se sont dirigés vers les boîtes dans le couloir. Dans quelle boîte est-il? Hélène a ri, un son bref et sec. Il n'est pas dans une boîte, Céline. Je l'ai jeté. Ce matin. Elle a pointé un doigt manucuré vers la grande baille vitrée qui donnait sur la rue. J'ai regardé dehors juste à temps pour voir le camion de ramassage des ordures de la ville s'éloigner du trottoir. Le gémissement mécanique du compacteur a résonné à travers la vitre, un son de broyage, d'écrasement, qui a vibré dans mes dents. J'ai regardé le camion tourner au coin de la rue, emportant les restes de l'homme qui avait appris à Hélène à faire du vélo. L'homme qui s'était porté garant pour son premier prêt commercial. L'homme que j'avais tenu dans mes bras pendant qu'il rendait son dernier souffle. Je suis resté là un long moment. La partie logique de mon cerveau, la partie auditrice, savait que les cendres ne sont que du carbone et des fragments d'os. Mais la fille en moi a senti quelque chose se briser. Ce n'était pas une rupture. C'était une calcification. Jusqu'à ce moment, j'avais agi par sens de la justice. Je voulais l'empêcher de voler. Je voulais protéger la succession. Mais en regardant ce camion disparaître, les objectifs ont changé. Ce n'était plus un litige juridique. Ce n'était pas un désaccord civil sur des actifs. C'était une guerre pour la dignité. Hélène se retournait déjà vers l'assistant de mise en scène. « Essayons plutôt le vase bleu, dit-elle. » Le blanc affadit la pièce. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait qu'en jetant ses cendres, elle l'avait effacé. Et en me mettant dehors, elle m'avait effacé. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de supprimer la seule chose qui me retenait. Je n'allais pas seulement la dénoncer aux autorités. Je n'allais pas seulement remplir des papiers. J'allais la regarder dans les yeux quand son monde s'effondrerait. J'ai ajusté la sangle de mon sac d'ordinateur sur mon épaule. Il semblait plus lourd maintenant, alourdi non seulement par les preuves de sa fraude, mais par la nécessité absolue de sa destruction. « Au revoir, Hélène, dis-je. » Elle n'a pas répondu. Elle était trop occupée à ajuster l'éclairage pour une maison qui ne lui appartenait plus. Je suis arrivé à la Défense avec 40 minutes d'avance. J'avais besoin de ce temps. J'avais besoin de me ressaisir, de remettre mon armure. Je portais mon seul beau tailleur, un ensemble bleu marine que je réservais habituellement aux audits, et des talons qui claquaient avec autorité sur le parvis. Je n'allais pas à cette réunion en tant que fille en deuil. J'y allais en tant que professionnel qui savait exactement où les cadavres étaient enterrés. J'ai tourné au coin de la rue en direction du cabinet Avant-Garde et Associés, répétant la confrontation dans ma tête. C'est alors que je l'ai vu. À un pâté de maison de l'entrée, une équipe de construction avait laissé une tranchée ouverte, entourée de cônes orange mais mal sécurisés. Un homme âgé en fauteuil roulant avait tenté de franchir la rampe étroite en contreplaqué, mais une roue avait glissé. Il était coincé, un côté de son fauteuil enfoncé profondément dans la boue humide et argileuse. Les gens passaient à côté de lui. Des hommes d'affaires en costume à 3000 € contournaient la scène comme s'il était un cône de signalisation, les yeux rivés sur leur téléphone, terrifiés à l'idée que le reconnaître puisse leur coûter 30 secondes de leur journée. J'ai vérifié ma montre. J'avais 30 minutes. Si je m'arrêtais, je risquais d'être en retard. Si je mettais les pieds dans cette boue, je risquais de ruiner l'image de compétence que je devais projeter à Hélène. Mais j'ai pensé à l'urne dans la poubelle. J'ai pensé à la façon dont Hélène considérait le désordre. Pour les gens qui passaient, cet homme était du désordre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai enjambé le ruban de signalisation. La boue a immédiatement aspiré mes talons, recouvrant le cuir d'une épaisse gadoue grise. Ne bougez pas, dis-je en posant mon sac d'ordinateur sur le béton sec. Je m'occupe de vous. L'homme a levé les yeux. Il avait des yeux vifs et intelligents, mais ses mains tremblaient alors qu'il s'agrippait aux accoudoirs. Vous abîmez vos chaussures, mademoiselle, dit-il d'une voix rauque. Vous avez l'air d'aller quelque part d'important. C'est le cas, grognai-je en saisissant le cadre métallique.
Mais les chaussures sont des actifs qui se déprécient. Pas les gens. J'ai tiré de toutes mes forces. Il m'a fallu toute mon énergie pour déloger la roue de la succion de l'argile. Ma jupe était éclaboussée. Mes mains étaient sales. Mais d'une dernière traction, je l'ai ramené sur le contreplaqué et sur le trottoir. J'ai pris un mouchoir dans mon sac et j'ai essayé d'essuyer le plus gros de la boue de mes mains. L'homme m'observait, étudiant mon visage avec une intensité qui me semblait familière. C'était le regard d'un juge sur un accusé. « Merci », dit-il. Il ajusta sa propre veste de costume, qui était impeccable malgré le quasi-accident. La plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. Ils calculent le coût de l'interruption et décident que le retour sur investissement n'en vaut pas la peine. Je connais des gens comme ça, dis-je en ramassant mon sac. Je suis de la même famille que l'une d'entre eux. Il jeta un coup d'œil au bâtiment que je fixais, la tour d'acier et de verre du cabinet Avant-Garde et Associés. Puis il regarda le dossier que je tenais sous mon bras. Vous allez chez Avant-Garde et Associés. Malheureusement. Vous voyez Marc. Je me suis figé. Comment le savez-vous? Son expression s'est durcie. La fragilité a disparu, remplacée par une fermeté qui m'a donné envie de redresser la colonne vertébrale. Parce que Marc est le genre d'avocat qui prospère dans le chaos, et vous avez l'air de quelqu'un qui entre dans une zone de guerre. Il s'est approché en fauteuil roulant. Je m'appelle Louis, et j'ai un passé avec ce cabinet. J'ai hésité. Je n'avais pas le temps pour une conversation. Je dois y aller, Louis. Ma sœur m'attend pour me dépouiller de mon héritage. Alors laissez-moi venir avec vous. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne suis pas juste un vieil homme coincé dans la boue, dit-il calmement. Je suis le bâtonnier du Conseil de l'Ordre du Barreau. Je constitue un dossier sur Marc depuis 6 mois. J'ai vu des hommes comme lui détruire des vies parce que le système juridique est trop lent pour les arrêter. C'est le prix du silence, les gens bien voient la pourriture, mais ils n'interviennent pas parce que ce n'est pas leur affaire, pas leur problème. J'en ai assez de me taire. Si vous entrez dans une pièce avec Marc, vous avez besoin d'un témoin, et j'ai besoin de le voir en action. J'ai regardé cet homme, de la boue sur ses roues, du feu dans ses yeux, et j'ai réalisé que ce n'était pas une coïncidence. C'était une munition. Hélène voulait me voir briser. Très bien, j'entrerai couverte de boue avec un mendiant à mes côtés. Je nourrirai son arrogance jusqu'à ce qu'elle s'en étouffe. D'accord, dis-je. Allons-y. La salle de conférence du cabinet Avant-Garde et Associés était une boîte de verre stérile dans les nuages. Quand Louis et moi sommes entrés, Hélène et Marc attendaient déjà. Marc ressemblait à n'importe quel prédateur d'entreprise en costume sur mesure. Hélène était impeccable, elle aussi. Impeccable. Ils ont dévisagé la boue séchée sur mes chaussures, puis Louis dans son fauteuil roulant, son costume encore strié d'argile. Hélène a fait un geste de la main. Tu sens horriblement mauvais. Et qui est-ce? Tu as ramassé un clochard? C'est une réunion juridique, a ricané Marc. Voulez-vous que la sécurité le raccompagne dehors? C'est un témoin, dis-je doucement en saisissant le fauteuil roulant. Je ne voulais pas venir seul. Très bien, soupira Hélène. Mettez-le dans le coin. Je me suis recroquevillé sur mon siège, tremblant exprès. Les prédateurs baissent leur garde quand ils pensent que vous êtes vaincu. Marc a fait glisser un contrat. Signez la renonciation. 5 000 €. Vous renoncez à toute prétention sur la succession. En échange de quoi, chuchotai-je. En échange du fait que tu es fauché, a lancé Hélène. J'ai laissé les larmes monter. Marc s'est raidi. Les questions médicales ne sont pas pertinentes. Il mettait trop de temps. Hélène est intervenue. À quoi? À mourir, a-t-elle sifflé. J'avais besoin de la succession. J'ai un paiement final de 450 000 € du vendredi. Si je n'obtenais pas de liquidité, je serais en prison pour détournement de fonds. Elle s'est adossée. Alors, oui, je l'ai signé. Maintenant, signe la renonciation. Marc avait l'air malade. Mon téléphone a clignoté en rouge à côté du contrat. Je ne peux pas, dis-je calmement. Pourquoi pas? Parce que je ne traite pas avec les meurtriers. J'ai tapoté l'écran. Sa voix enregistrée a résonné dans la pièce.
Marc a repoussé sa chaise. Je n'étais pas partie prenante à cela. Je suis ici uniquement pour un règlement de succession. Hélène a ri. Tu crois que ça a de l'importance? Je serai sur une île sans extradition avant que quiconque entende ça. Elle a fait pivoter son ordinateur portable. Je n'ai pas vendu la maison de ville. Je l'ai mise en garantie. Un prêt relais. Ils m'ont viré 1,7 million d'euros il y a 1 heure. La maison est à eux, à moins que tu ne paies 1,9 million. Elle a sorti son téléphone. Excusez-moi. Allez-y, dis-je. Elle a hésité. Quoi? Envoyez-le. Souriante, elle a appuyé sur confirmer le virement. L'écran a clignoté en rouge. Elle s'est figée. Pourquoi est-ce que c'est refusé? Marc a plissé les yeux. Ce n'est pas un refus. C'est un blocage administratif. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Vérifie tes courriels. Compte gelé. Enquête en cours. J'ai déposé une déclaration de soupçon il y a 3 jours, dis-je. Ils attendaient un déclencheur. Virer les produits de la succession vers une société écran offshore? C'est du blanchiment d'argent. Tu viens de le confirmer pour la brigade financière. Son téléphone est tombé sur le marbre. Louis s'est avancé. Sa voix s'est faite plus tranchante. Marc, expliquez au conseil de l'ordre du barreau pourquoi vous avez facilité un prêt frauduleux. Marc a dévisagé l'homme. Monsieur le bâtonnier? C'est exact. Marc s'est redressé d'un bond. Je n'étais pas au courant pour l'ordre de ne pas réanimer. Je témoignerai. Je veux l'immunité. Hélène s'est jetée sur moi. Puis la porte a coulissé. Des agents sont entrés. Alors qu'il lui passait les menottes, elle a hurlé, « Tu as tout gâché !» Les clics des menottes ont répondu pour moi. 3 semaines plus tard, le prêt a été annulé. La maison est revenue à la fiducie, puis à moi. J'ai suivi moi-même les camions de ramassage, j'ai fouillé les lignes d'admission à la Courneuve. L'urne était éraflée mais scellée. De retour sur le manteau de la cheminée, la maison sentait enfin la poussière et l'huile de citron au lieu de la peur. Je me suis assise dans le fauteuil de mon père. Pas d'empire, pas de comptes offshore. Juste ma maison, ma dignité, et la dette enfin payée.